Bonjour, circonstances exceptionnelles, modalités exceptionnelles pour délivrer la deuxième partie de ce cours. Donc je vous propose cette vidéo qui présente la deuxième partie du cours, puisque tous les groupes ont fait la deuxième partie, la première partie. Et dans un deuxième temps, encore selon des modalités qui restent à définir, on essaiera d'organiser une séance de chat pour que vous puissiez poser les questions. Donc bonne visualisation et puis n'hésitez pas à préparer toutes les questions qui vous passent par la tête. Bien, on était arrivé dans la deuxième partie où on commence vraiment donc là à exploiter les directives, à les utiliser. Et d'abord donc la démarche, c'est de se poser la question quelles sont les directives à appliquer. Bon, on a vu, il y en a une vingtaine qui existent, il y en a une dizaine qui intéressent les gens qui travaillent dans l'électronique. Voilà, la première chose à faire, c'est de les lister, puis aller voir une par une et regarder le scope, donc c'est-à-dire le champ d'application en français, ici, donc ici, champ d'application, et alors on dessine en général. Ça c'est symbolique, une barre avec à gauche tout ce qui est in, c'est-à-dire qui est clairement dans le champ d'application de la directive, à droite tout ce qui est out, où il y a clairement pas besoin d'appliquer la directive, et puis au milieu tout ce qui est zone grise, ce qu'on appelle, qui est en fait une zone où, selon l'interprétation qu'on peut avoir, on peut le mettre dedans, on peut le mettre dehors. Et là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on hésite. Donc, il faut rappeler que ça reste le fabricant qui décide si oui ou non il applique la directive. Maintenant, en cas de problème, en cas de grave problème, si on arrive jusqu'au juge, le juge, il va prendre ses renseignements d'experts, et ces experts, ils vont prendre leurs renseignements du même texte que vous, la directive, et si c'est flou pour vous, il n'y a pas de raison que ce soit pas flou pour eux. Donc eux, ils vont prendre conseil auprès de documents ou auprès d'organismes. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Les documents, il y a des FAQ, Frequently Asked Questions en anglais, ou foire aux questions en français. C'est les FAQ, vous allez trouver ici ou là, et voilà, c'est comme partout, quand vous trouvez des choses sur Internet, il faut poser la question, quelle est la validité de ce truc-là? Qui a publié ça? Est-ce que c'est sérieux ou pas? Bon, si c'est quelqu'un dans son garage, ça n'a pas aucun intérêt. Si c'est un syndicat de fabricants qui regroupe 150 fabricants dans un domaine, qui se sont réunis autour d'une table et qui sont arrivés à la conclusion que oui, pour ce produit-là, il faut appliquer la directive, ou non, pour cet autre produit, il ne faut pas appliquer la directive. C'est leur avis. Vous avez toujours la possibilité d'aller contre cet avis et de prendre un avis diamétralement opposé. Maintenant, voilà, il faut savoir que si vous êtes tout seul sur la planète à ne pas appliquer une directive alors que tout le monde l'applique, ça va être plus difficile à défendre. Donc il ne faut pas faire le mouton, mais il faut quand même regarder ce qui se passe autour. Deuxième source pour lever l'ambiguïté, Notified Body, donc les laboratoires notifiés en français. Alors ça, ce sont comme des super labos, c'est-à-dire que ce sont des entités qui ont un laboratoire, qui font des essais normatifs, et qui en plus ont une casquette de super experts, et qui sont autorisés par le gouvernement. Donc la liste des laboratoires notifiés est publiée dans le journal officiel de la Communauté européenne, et donc ces gens-là, ils sont autorisés à donner leur avis. Encore une fois, donc c'est leur avis. Quelque part, quand ils vous disent ok, il n'y a pas besoin d'appliquer la directive, eh bien vous pouvez le prendre pour argent comptant, c'est un notified body qui vous le dit. S'il vous l'écrit, évidemment, une fois que vous l'avez écrit, c'est bon, vous êtes tranquille. Maintenant, c'est rare. C'est rare, pourquoi? Parce que ces notified body, je l'ai dit, ce sont des labos. Les labos, ils vivent de quoi? Ils vivent de tests. Et c'est rare quand vous allez chez le pharmacien, que vous dites j'ai ceci, j'ai cela, et qui vous dit vous n'avez rien monsieur, repartez chez vous madame, repartez chez vous sans rien. Donc, en général vous sortez avec un gros paquet de médicaments. Là c'est pareil, quand vous allez voir un laboratoire, un notified body, est-ce qu'il faut appliquer monsieur le notified body la directive? À chaque fois il va vous dire oui bien sûr. Donc c'est un avis voilà, qu'il faut prendre avec des pincettes, puisqu'en fait souvent il est biaisé. Et des fois il est faux. L'expérience montre que voilà, des fois il raconte n'importe quoi d'une
mauvaise foi totale, juste parce qu'ils pensent que c'est dans leur intérêt. L'avis ministériel, là il faut faire attention, il y a une petite différence entre un avis ministériel et un complément à un texte réglementaire. Si le texte que vous récupérez c'est marqué avis en haut, ça veut dire que c'est un avis. Donc comme son nom l'indique, ça ne fait pas office de loi. Maintenant, voilà, c'est un élément. Là encore, vous pouvez aller contre, mais c'est difficile. Donc voilà. Première chose à faire, c'est d'identifier les directives applicables, balayer le scope de chacune d'elles, et pour un produit donné, pour chaque directive, vous déterminez est-ce que oui, vous devez le mettre dedans ou non, vous ne devez pas le mettre dedans. Si vous êtes en zone grise, eh bien vous prenez des conseils à droite à gauche. Bon, évidemment, en général, société, elle ne fait pas une fois des crayons laser, une fois des brosses à dents électriques, etc. Bon, je dirais, quand vous êtes dans un domaine technique, en général, il n'y a pas besoin de se poser cette question tous les jours. Donc, une fois que vous avez identifié les directives, je dis bien les directives, s'il y en a 4, il faut appliquer les 4, et bien pour chacune d'elles, il faut savoir comment on applique la directive. Ça a déjà été dit, les directives sont des textes assez flous, qui définissent des orientations, des exigences essentielles. Et ces exigences essentielles sont floues et ils vous renvoient vers des textes annexes qui parfois ne sont pas publiés au moment où la directive paraît. Des normes harmonisées, comme son nom l'indique, qui sont définies ainsi. Si un produit respecte les exigences d'une norme harmonisée, et bien alors le produit est supposé conforme à la directive. C'est comme ça que ça marche. Il y a toujours moyen de ne pas appliquer une norme harmonisée, mais à ce moment-là, c'est à vous de prouver par tous les moyens que vous voulez, par exemple en passant par un organisme notifié, ou en rédigeant un super dossier technique, de dire voilà, moi mon produit il est conforme, je n'ai pas appliqué la norme harmonisée. Bon, en général, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de norme harmonisée qu'on va appliquer cette méthode. Quand il y a une norme harmonisée, il ne faut pas chercher midi à 14h, on applique la norme harmonisée. Donc, si vous avez une norme harmonisée, il faut l'appliquer. Pour une directive, il y a, par exemple pour la CEM, il va y avoir une norme harmonisée pour les cafetières électriques. Eh bien, vous appliquez, si vous faites une cafetière électrique, vous appliquez pour la CEM la norme harmonisée qui est harmonisée pour la CEM. Après, pour la partie sécurité électrique, autre directive, vous allez trouver une autre norme harmonisée qui s'applique aux cafetières électriques. Donc ça, je cite les cafetières électriques, ça c'est un produit. Si vous trouvez une norme produit, il faut l'appliquer. Si vous faites des cafetières électriques et que vous ne trouvez pas la norme sur les cafetières électriques, eh bien, il faut appliquer une norme famille produit, si vous la trouvez. C'est rare qu'on ne trouve pas une norme famille produit. Donc là, bon, je ne suis pas spécialiste des cafetières électriques, mais je sais qu'il existe une norme pour la plupart des directives liées aux appareils électrodomestiques, aspirateurs, tout ça. Bon, si vous ne trouvez pas de norme cafetière électrique, vous regardez le scope de la norme qui s'applique à une famille de produits. Si votre cafetière électrique, vous trouvez qu'elle répond à la définition du scope de la norme appareil électrodomestique, eh bien vous l'appliquez. Bon, chez nous, les normes, c'est appareil audio-vidéo, par exemple, ou appareil de traitement de l'information. Alors, si vraiment vous ne trouvez pas de normes génériques, de normes produits, pardon, vous êtes sûr que vous avez bien cherché, que vous ne trouvez pas de normes famille produit, et que vous êtes sûr que vous avez bien cherché, à ce moment-là, vous pouvez vous rattraper sur une norme générique. Il y a toujours pour une directive une norme générique, qui est une espèce de voiture balai, là, une norme qui rattrape tous les produits qui ne rentrent dans aucune norme produit et aucune norme famille produit. Mais donc c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut traiter. On cherche la norme produit. Si on ne trouve pas, et qu'on est sûr qu'on a bien cherché, on va dans la norme famille produit. Si on ne trouve pas la norme famille produit, norme générique. Et ça, pour chaque directive. Et s'il y a plusieurs normes harmonisées pour la même directive qui concernent votre produit, eh bien, il faut toutes les appliquer.
L'exemple très concret, c'est pour la compatibilité électromécanique, la CEM. Souvent, les normes harmonisées sont séparées. Euh, CEM immunité et CEM émission. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui vont permettre de vérifier que le produit n'est pas trop sensible aux parasites externes. Et il y a d'autre part, c'est des méthodes d'essai complètement différentes, des normes qui vont vous permettre de montrer que votre produit ne rayonne pas de parasites qui sont susceptibles donc de perturber les autres produits. Donc voilà, ça c'est des normes différentes et donc souvent on va avoir des numéros de normes différentes. Donc je vais prendre appareil traitement de l'information, on va trouver des normes CEM, des normes harmonisées pour la CEM pour ce qui concerne les munitions, l'émission et une norme harmonisée CEM pour ce qui est l'immunité. Donc il faut appliquer les deux. Il y a des normes par exemple pour la sécurité électrique qui s'appliquent à tous les produits qui se branchent sur le secteur. Eh bien, quel que soit votre produit, si c'est une cafetière électrique, que vous avez une norme famille produits électrodomestiques, vous l'appliquez, mais vous appliquez en plus la norme qui concerne les appareils qui se branchent sur le secteur, puisqu'il y a une norme pour ça. Une fois qu'on a fait ça, donc on prépare sa documentation technique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le dossier technique de construction, donc les schémas, les BOM, etc. Voilà, tout ce qui permet de bien identifier le produit et de le fabriquer, hein, ça, un dossier de fabrication quelque part. Ensuite, évidemment, les rapports d'essai. Hein, donc ça, après, on va voir plus tard qu'est-ce qu'un rapport d'essai sérieux. Hein. Il y a le manuel d'utilisation. Ça, c'est important parce qu'en fait, un produit va être conforme selon qu'on l'utilise d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, c'est au fabricant d'indiquer dans la notice la manière d'utiliser le produit pour qu'il réponde aux normes. Par exemple, si vous faites un produit qui est livré avec une alimentation secteur séparé, vous pouvez tout à fait dire dans la documentation du produit, attention, ce produit est conforme aux directives auxquelles il doit être conforme, à condition de n'utiliser que le chargeur secteur qui est livré avec, et si jamais il tombe en panne, eh bien il faut voir avec notre SAV pour acheter le même produit, et puis pas prendre un produit au hasard dans le commerce. Une fois que tout ça c'est fait, donc le dossier construction, rapport d'essai, le manuel d'utilisation, on rédige une déclaration de conformité. Alors ça c'est l'élément central de la conformité, c'est la déclaration de conformité. Qui la rédige en général? C'est le technicien, c'est l'ingénieur hein, qui a déterminé les directives appliquées, les normes appliquées. Ça fait partie du cahier des charges d'une déclaration de conformité. C'est de mettre au moins de quel produit on se parle, quelles sont les directives qui ont été appliquées, quelles sont les normes qui ont été appliquées. Et qui la signe? Alors là, en général, c'est le boss, hein, l'entreprise. Dans certaines sociétés où le responsable qualité a vraiment une autorité suffisante pour arrêter une production si les produits sont non conformes, etc. À ce moment-là, on peut faire signer la déclaration de conformité par le responsable qualité, le directeur qualité. C'est assez rare, et puis de toute façon, ça fait partie du job du boss que de prendre la responsabilité. C'est à vous, hein, vous préparer la déclaration de conformité. S'il y a des dérogations qui ont été faites pendant la conception, la fabrication, on dit voilà, ok, là on est ric-rac, on n'est pas sûr, on était en zone grise, on a pris le risque de mettre le produit dehors sur telle directive, c'est le moment de le dire à la personne qui va signer la déclaration de conformité, évidemment, pour qu'elle sache de quoi elle signe, puisqu'elle engage la responsabilité de l'entreprise. Dernier point, on va ensuite appliquer les marquages. Alors les marquages, c'est sur les produits, mais c'est aussi sur la documentation technique et l'emballage, hein, évidemment. Alors là, il n'y a pas de lézard, hein, il suffit de lire la directive et ou les normes harmonisées que vous avez appliquées, et ces documents-là vous disent qu'est-ce qu'il faut mettre comme marquage. Donc, le minimum, il y a un truc qui est pas mal à retenir, j'appelle ça le pack de 6, hein, c'est-à-dire qu'il y a le logo CE, évidemment, puisqu'il y a au moins une directive que vous allez appliquer qui réclame le marquage CE, ne serait-ce que par exemple la directive ROS. Voilà, donc le logo CE,
La directive des 3 E, ça s'applique à quasiment tous les produits, donc on va se retrouver avec une poubelle barrée sur le produit. Ensuite, on doit marquer le nom du fabricant, hein, la référence du produit, l'adresse du fabricant, ça doit apparaître sur le produit. Et alors le code des douanes indique que si vous mettez une adresse en France alors que le produit n'a pas été fabriqué en France, alors il faut marquer que le produit n'est pas fabriqué en France, puisque l'utilisateur, le client, en voyant une adresse en France, pourrait croire que le produit a été fabriqué en France. Donc vous n'êtes pas obligé de marquer Made in Vietnam, China, Tunisia, etc. Vous pouvez marquer, ce qu'on fait, c'est fabriqué hors UE. Hein, voilà, ça lève l'ambiguïté pour celui qui se pose la question. Bien, donc ces marquages-là, c'est pas très compliqué à déterminer. Par contre, faut pas déconner. Là, les marquages, il faut pas aller mégoter sur la conformité parce que c'est visible, hein. En cas de contrôle par un douanier, voilà, c'est la première chose qu'il va regarder. S'il voit des marquages qui sont pas très conformes d'après lui, voilà, il va envoyer le produit au labo. Et un labo, ben, il trouve toujours quelque chose, hein. Même si vous êtes conforme à 99,9%, eh bien le labo, c'est son métier. Quand il a comme client les douanes, hein, son métier, c'est de trouver des problèmes. Donc, moi, j'ai jamais vu un cas où un labo disait à son client, la douane, le produit est non conforme. Et là, la, l'imagination pour trouver des non-conformités, elle est assez impressionnante. Bon, voilà, c'est la vie. Donc, ce qu'il faut, c'est voilà, faire des marquages qui soient le plus nickel possible pour que la douane ou la DGCCRF, hein, un autre organisme de contrôle, ne puisse pas se dire oh là, c'est quoi ces marquages, j'ai un doute, j'envoie en labo, hein. Donc, maintenant qu'on a vu les marquages, c'est super important, qu'on a vu quelles sont les directives qu'il faut appliquer. Euh, évidemment, dans votre produit, hein, une fois que vous avez fini l'analyse, vous savez quelles sont les directives appliquées. Vous appliquez toutes les normes pour chaque directive là où les normes harmonisées qui s'appliquent, les normes harmonisées, hein. Les normes en général, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais les normes harmonisées, alors c'est pas que c'est obligatoire, mais c'est extrêmement précieux parce que on vous demande d'être conforme à la directive. Et bien, si vous n'avez pas les normes harmonisées pour vous reposer dessus, vous pouvez difficilement prouver que votre produit est conforme. Vous faites votre documentation technique, vous préparez la déclaration de conformité que vous faites signer au boss, vous appliquez vos marquages et normalement tout va bien. Donc maintenant on va regarder les directives les unes après les autres, hein. La première, je commence par celle-là, la basse tension. S'il n'y en a qu'une à retenir, c'est celle-là, c'est la plus importante. Alors ça, c'est un logo, c'est juste pour faire joli, hein, c'est pour indiquer, voilà, c'est une directive qui s'occupe, alors, principalement des dangers liés au choc électrique, mais plus largement à tous les dangers qui peuvent être liés à des appareils qui fonctionnent avec des courants, hein. On va voir des exemples plus tard, mais par exemple, sur un téléphone, un des points dangereux, bah, c'est la sortie audio, hein. S'il y a trop de tension sur la prise casque, eh bien, votre casque il va vous mettre trop de bruit dans les oreilles, ça va vous détruire les tympans, et bah, ça c'est pas cool. Donc la première directive, on l'appelle directive basse tension en français. Il y a que les douanes, hein, à peu près qui appellent ça la directive basse tension ou dans les cours. Ouais, ici c'est un cours. Dans la vraie vie, on appelle ça la LVD, hein, Low Voltage Directive. Et donc pour chaque directive, bon, voilà, hein, de quelle directive il s'agit. On va parler, chaque directive a un numéro, hein, et puis un petit nom ou des petits synonymes, hein. On va brièvement dire quel est le but de cette directive, hein. Ensuite, à quel produit cette directive s'adresse, hein. Et puis bon, quand il y a quelque chose à dire, on va donner quelques notes. Pour chaque directive, vous voyez en bas là, ici, il y a un logo CE. La plupart des directives dont on va parler sont en fait liées au marquage CE. C'est-à-dire que dans le texte de la directive, elle dit voilà les exigences essentielles.
Voilà, donc vous vous débrouillez pour que le produit respecte ses exigences essentielles. Et une fois que c'est fait, vous apposez sur le produit, alors aussi la documentation, il faut que ça apparaisse quelque part dans la notice, le logo CE que vous voyez là, donc là avec une forme bien particulière, hein, il ne faut pas le distordre. Sur le produit, c'est 5 mm de haut minimum. Voilà, ça veut dire que ce produit, quand je mets un logo CE ici pour une directive, ça veut dire que la directive impose le marquage CE. Il y a plusieurs directives qui imposent le marquage CE. Donc quand on a un marquage CE sur un produit, c'est que le fabricant bah, annonce la conformité à toutes les directives qui imposent le marquage CE, hein. Donc sur la basse tension, voilà, vous avez un numéro, ben, la prochaine fois que ça va être révisé, eh bien, ce numéro va changer, hein. Là, la dernière révision, elle date de 2014. Donc dans la déclaration de conformité, notamment, ben, vous déclarez le produit conforme à la directive 2014-35/UE. Donc le but de cette directive, ben, c'est pour assurer la sécurité des personnes, mais aussi des biens et des animaux domestiques. Des biens, il ne faut pas que la maison elle brûle, il ne faut pas que les animaux s'électrocutent hein, en passant à côté d'un fil, etc. Le scope de la directive, c'est tous les produits qui fonctionnent donc avec des courants ou des tensions, dont les tensions sont supérieures à 50 volts en alternatif ou 75 volts en courant continu. On va y revenir après, mais d'ores et déjà, je peux spoiler, il y a des directives comme la directive RED qui s'applique aux produits radio, qui impose de respecter cette directive basse tension, bien que le produit ne fonctionne pas dans ces tensions-là. C'est une des exceptions. Donc typiquement, bah voilà, je parlais tout à l'heure du téléphone. Un téléphone fonctionne sur une batterie peut-être de 3,7 V. Donc a priori, il n'est pas dans le scope de la directive basse tension, mais comme il y a des composants radio dedans, eh bien, il faut appliquer la directive basse tension, et quelque part, c'est ce qui fait que on va appliquer des mesures de sécurité, notamment sur la sortie audio. Euh, les notes qu'on peut donner par rapport à cette directive, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, j'ai mis le petit logo warning là, ça veut dire attention. Attention, pourquoi? Puisque c'est une directive, la principale directive liée à la sécurité du produit pour un appareil électrique, et donc il y a plus de contrôle, hein, il y a plus de contrôle, une non-conformité, ne serait-ce que même d'ailleurs sur le marquage, hein, qui ne rend pas le produit dangereux, mais sur le papier, une non-conformité de marquage par rapport à la directive basse tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire non-conformité par rapport à la sécurité, tout le monde comprend dangereux, hein. Donc c'est pour ça que les marquages, c'est super important, et en particulier pour les produits couverts par la basse tension, puisque en toute rigueur, si les marquages sont non conformes, le produit va être considéré comme dangereux. Directive suivante, directive EMC, Electromagnetic Compatibility. Donc, alors, on l'appelle parfois EMCD, hein, pour Electromagnetic Compatibility Directive, donc la directive EMC. Bon, pour ceux qui s'en rappelleraient plus, la compatibilité électromagnétique, eh ben, c'est la capacité des produits à vivre et à fonctionner ensemble, hein. Quand j'allume et que je fais fonctionner mon téléphone pour télécharger quelque chose, il ne faut pas qu'en même temps ma radio se met à grésiller. Bon, voilà. Alors ça, c'est le domaine du confort. La radio grésille, ça peut être gênant. Un pacemaker qui se met à déconner, ça peut être plus gênant. Donc voilà, ça c'est le but, la cohabitation des appareils. Aujourd'hui, elle s'appelle la 2014-30 UE. Voilà, peut-être d'ici quelques années, ça va évoluer, hein. Et puis donc ça s'applique aux équipements. Alors là, c'est flou, hein, mais les directives, c'est ça, hein. C'est en général c'est flou. Puis après, on va voir les textes pour avoir plus de précision. Donc ça s'adresse aux équipements susceptibles de perturber l'environnement. Alors, c'est à quoi susceptible? C'est un petit peu flou, mais quelque part c'est au fabricant, hein. S'il monte son dossier et puis qu'il dit voilà, moi, d'après tous les éléments que je mets dans ce dossier-là, eh bien je prouve que l'équipement n'est pas susceptible de perturber l'environnement, eh bien je considère que mon produit il est en dehors de la directive EMC. Donc,
Et deuxième partie du scope, tous les éléments susceptibles d'être perturbés. Ah bah voilà, là encore c'est un petit peu flou. Mais quelque part, je vais prendre un exemple concret. Donc nous on vend des répartiteurs télé, hein, donc c'est des petits objets avec à l'intérieur simplement des résistances et de diodes. Ils sont blindés, etc. Euh, voilà, il y a des diodes, donc en toute rigueur, si je regarde le scope, je devrais appliquer, mais simplement, voilà, on peut faire un dossier de construction pour montrer que, quoi qu'il advienne, hein, je dirais, on ne voit pas comment le signal ne pourrait pas rentrer d'un côté et sortir des deux autres. Vous voyez, si c'est un répartiteur de voix, la fonction répartition vers les deux sorties, elle va être assurée quel que soit l'environnement extérieur. Donc voilà, on peut très bien mettre ce produit-là en dehors du scope pour ce qui nous concerne, sous ce prétexte-là. Donc voilà, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, donc il faut faire attention puisque la directive, elle dit qu'il faut à la fois ne pas émettre trop de parasites et puis être capable d'en recevoir un minimum. Ça veut dire que la plupart des normes harmonisées qui vont être harmonisées par rapport à la directive EMC vont être séparées, hein. Soit il y aura un volet immunité et un volet émission. Donc quand on fait sa recherche de normes harmonisées par rapport à une directive, là c'est un exemple bien plus probant pour dire voilà, c'est pas parce que j'en ai trouvé une que j'arrête d'en chercher, hein. Il peut y avoir plusieurs normes harmonisées à appliquer pour la même directive. Deuxième petit point ici, contrôle peu fréquent. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire que globalement, il y a peu de chances qu'on se fasse attraper et redresser, amender, etc. juste pour un problème de CM. Ça peut arriver, mais franchement, c'est beaucoup moins risqué que la partie LVD, sécurité électrique, évidemment. Là, vous voyez ici le petit logo CE, ça veut dire que dès qu'un produit est concerné par la CEM, prenons un exemple très simple, je vais dire un téléphone. Voilà, évidemment, un téléphone, ça fonctionne avec plein de composants électriques, donc il est susceptible d'être perturbé par l'environnement ou de perturber. Donc je mets le logo CE. Je mets le logo CE aussi parce que le téléphone est couvert par d'autres directives, mais bon, puisque s'il y a de la CEM, je mets du CE. Troisième directive ERP, alors ça a changé de nom. Alors oui, ici, la directive ERP, Energy Related Products, ça a changé de nom. Avant c'était ici EUP, Energy Using Products. C'est parce que historiquement la directive elle est sortie dans l'idée de, voilà, globalement en Europe, de consommer moins d'électricité. Il y avait typiquement à l'époque la plupart des lampes qui nous éclairaient étaient des lampes avec un filament au tungstène qui dissipait 90% de l'énergie qu'elle consommait sous forme de chaleur et 10% sous forme de lumière. Et puis quelque part c'est louable de dire faisons quelque chose, imposons aux fabricants de lampes de ne mettre sur le marché que des lampes qui éclairent plus qu'ils ne chauffent, et puis globalement on va réduire la consommation d'électricité. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc la directive elle est extrêmement floue, c'est voilà, faut consommer moins, et elle renvoie vers, alors là c'est pas des normes harmonisées en toute rigueur, mais ce sont des textes d'implémentation qui disent voilà, pour les lampes voilà comment ça se passe, pour les télévisions voilà comment ça se passe, pour les machines à laver voilà les contraintes. Donc cette directive, elle est un peu spéciale parce qu'elle ne fait pas appel à des normes harmonisées, mais à de mesures d'implémentation. Elle est aussi spéciale en mesure où les mesures d'implémentation, de manière assez bizarre, ne s'occupent pas que de la consommation électrique, mais aussi du confort de l'utilisateur. Si je reprends l'exemple des lampes, eh bien, sur les lampes donc à économie d'énergie, les lampes fluo compactes, les LED, il n'y a pas de problème, mais sur les fluo compacts, vous avez peut-être
encore certainement dans votre appart ou dans votre maison des lampes comme ça, vous apercevez qu'ils mettent 3 plombes à s'allumer. Donc en fait, ce texte-là indique, voilà, la lampe doit atteindre 50% de sa luminosité en moins de X secondes et ce temps doit être indiqué sur l'emballage. Donc là, c'est un souci pour le législateur de ne pas parfois mettre des barrières, mais de dire aux fabricants, voilà, indique une caractéristique technique au consommateur et le consommateur pourra choisir entre une lampe qui s'allume vite ou une lampe qui s'allume plus lentement. Bon, voilà. Donc parfois c'est soit incitatif, hein, c'est comme d'ailleurs les grades A, B, C, D, E, etc. De consommation d'énergie. L'idée ça a été d'afficher, hein, on n'a pas demandé aux machines à laver d'être de grade A, mais simplement on a dit aux fabricants, voilà, indiquez votre niveau énergétique selon un barème particulier. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les fabricants qui avaient des machines qui étaient trop énergivores, eh bien ils se retrouvaient mal notés dans le magasin à côté de machines qui consommaient moins. Et du coup, les gens, ils n'ont pas acheté ces machines-là. Et les fabricants, ils ont amélioré leur consommation. Donc soit c'est incitatif comme ça, hein, ou soit c'est forcé. Hein. Il y a des fois, on est forcé. Donc voilà, c'est le scope de cette directive, c'est lié à la consommation d'énergie en général. Related, ça veut dire lié à, hein, on prend souvent l'exemple des fenêtres. Une fenêtre, ça ne consomme pas d'énergie. En revanche, ça impacte la consommation d'énergie du bâtiment dans lequel on va l'installer. Donc une fenêtre peut être dans le scope de l'ERP, bien qu'elle ne consomme pas d'énergie. Le truc, c'est que voilà, on va pas mettre des textes pour tout et n'importe quoi, les stylos laser, les téléphones portables, etc. Donc le législateur a mis une mesure ici, voilà, pour tous les produits qui sont vendus à plus de 200 000 unités par an sur le territoire de l'Union européenne, hein, donc c'est grand, eh bien on est susceptible de mettre des mesures d'implémentation. Et puis en concret, voilà, c'est qu'il y a des groupes de travail la télé, la machine à laver, les aspirateurs, etc. Et donc là, on peut voir sur cette adresse ici, hein, ecee.org Ecodesign Product, vous allez sur ce lien-là et vous avez la liste des produits qui sont concernés par une mesure d'implémentation et donc pour laquelle il y a des restrictions de consommation d'énergie. Directive RED ensuite, donc là toujours pour faire joli ce petit picto qui symbolise en fait une antenne d'émission. Le numéro, voilà, peu importe, directive radio, on l'appelle la RED, hein, Radio Equipment Directive. Le but, c'est de protéger les réseaux publics au sens large, c'est-à-dire qu'un équipement qui émet volontairement des ondes électromagnétiques, eh bien, il doit être conçu de manière à ne pas perturber son environnement, puisque évidemment là on est plus dans la CEM, mais avec une grosse émission. En CEM, les produits émettent des ondes électromagnétiques de manière involontaire, et en général c'est donc des niveaux très faibles. En revanche, évidemment sur les produits radio, eh bien, on peut avoir plusieurs watts qui sont transmis par un téléphone par exemple. Donc là il y a beaucoup plus de précautions à prendre. Et alors la particularité de la RED, c'est qu'elle s'adresse aux produits radio au sens large, donc y compris donc, des produits où il n'y a que de la réception radio. Typiquement un récepteur GPS, maintenant ça se vend plus beaucoup, les petits modules standalone comme ça, puisque tout le monde a ça dans son téléphone, mais ça existe encore, et ces produits-là ne font que recevoir des ondes ultra faibles qui viennent de satellites, et bien malgré tout, ils sont dans le scope de cette directive RED, et donc du coup, là, comme je l'indique dans la note ici, puisque c'est directive RED, alors il y a obligation de respecter la directive LVD sans seuil bas de tension. Donc là, les 50-75 volts, tout ça, ça saute, même à 2 volts, faut respecter. Bon, c'est pas évident de faire de l'électronique à 2 volts, mais 3 volts 7, 5 volts, faut respecter. Là, la petite note contrôle fréquent, j'aurais pu aller jusqu'à mettre un petit warning plus visible. Oui, il y a beaucoup de contrôle là-dessus, même plus que sur la partie sécurité électrique. C'est probablement un peu historique, puisqu'il y a de ça une vingtaine d'années. Avant de mettre des produits qui émettent volontairement des ondes sur le marché, il fallait même un accord préalable auprès d'un organisme qui s'appelait l'ART.
Et donc là, il y avait des gens qui étaient là pour contrôler, mais même avant hein, la mise sur le marché. Alors peut-être que ces gens sont toujours là et puis ils contrôlent maintenant la directive RED. Mais en tout cas, voilà, bon, ça faut savoir que sur les produits RED, je dirais, il y a la Sécu, il faut faire super gaffe. La RED, il faut faire super gaffe. C'est beaucoup contrôlé, quoi. Donc voilà, pour l'anecdote, ça remplace la RTTE depuis juin 2016. Bon, bah, il y a un moment, c'est vraiment de l'histoire, hein. Voilà, bon, ça c'est juste parce qu'avant, c'était pas incluant les récepteurs. Et depuis que c'est la RED, ça inclut également les récepteurs. Donc même une antenne, vous voyez, une antenne ne fait que laisser passer, c'est un transducteur, hein, une antenne, un transducteur. Ça transforme une onde électromagnétique en un signal électrique dans un câble. Et bien même ça, si l'antenne est active, et bien elle est inclue dans la RED. Petit logo CE ici, hein, comme la plupart des directives, elle impose le marquage CE. La DGSP, donc la sécurité générale des produits, on parlait tout à l'heure des normes génériques, c'est-à-dire les normes balais là, qui couvrent tous les produits qui ne sont pas couverts par une norme harmonisée, soit produit, soit famille produit. La DGSP, c'est un petit peu la même chose, c'est une directive balai qui va s'appliquer à tous les produits pour lesquels on peut se poser des questions de sécurité et pour lesquels il n'y a pas une directive particulière, un briquet par exemple. Donc voilà, ça c'est une vieille directive, hein, 2001-95. Alors bon, moi je ne la scanne pas tous les 6 mois, puisque on ne vend pas de produits qui sont concernés par cette directive, donc peut-être elle peut évoluer, il faut la regarder. Bon, voilà, c'est la particularité de cette directive, hein, c'est qu'elle s'applique aux produits qui n'ont pas de directive. Deuxième particularité très forte, vous voyez ici, pas de logo CE, ça je l'ai vérifié il n'y a pas très longtemps, c'est tellement fort, tellement gros, mais non, cette directive n'impose pas de marquage CE. Alors je prends, il y a des produits, le scope là, hein. Donc je mettais par exemple, vous voyez, le lit parapluie. Alors là, les jeunes en général, les ados savent pas ce que c'est, mais les jeunes parents, ils savent très vite ce que c'est, un lit parapluie. C'est très dangereux, hein. En effet, là, quand on plie ça m'a vite fait de se coincer un doigt. C'est dangereux mécaniquement. Eh bien, donc il faut appliquer la directive DGSP. Ben voilà, il y a des règles. Donc, puisqu'on a un exemple là-dedans, ça veut dire qu'on va trouver une norme harmonisée hein, par rapport à la DGSP qui dit bah voilà quelles sont les choses à vérifier pour s'assurer que le lit n'est pas dangereux. Eh bien, on n'a pas de marquage CE. Alors très curieusement, si vous allez faire un tour en magasin, voyez si vous trouvez un logo CE sur un lit parapluie. Eh bien oui, et vous allez en trouver. C'est du marquage abusif. Normalement, il n'est pas censé y en avoir. Donc voilà, hein, comme toutes les directives, vous voyez, elle est floue, hein, donc il faut voir les normes harmonisées pour savoir précisément comment l'appliquer. Et puis donc c'est quand même une directive de sécurité. Alors, comme ce que je disais, nous on ne vend pas de produits qui est sous le scope de cette directive puisqu'on a des directives propres, mais j'imagine que ça doit être relativement contrôlé. Directive machine, je la connais peu parce qu'on ne vend pas de machine, mais globalement, si vous faites de la robotique, eh bien voilà, vous êtes dedans, puisque ça s'occupe de tous les produits hein, dont au moins une pièce bouge grâce à une force autre que humaine ou animale. Un vélo, par exemple, n'est pas concerné par la directive machine, puisque si il bouge, c'est parce qu'il y a un homme ou une femme qui appuie sur la pédale. En revanche, évidemment, un scooter, eh bien, c'est une machine, hein, puisqu'il y a les roues qui tournent, le moteur qui tourne, grâce à un moteur. Donc là, bon, il y a évidemment un certain nombre de règles à respecter, à voir, encore une fois, les normes harmonisées. Hein. C'est une directive sécu, gros warning, attention, il y a du test, surtout là, il y a du danger. Hein. On a travaillé sur des automates de garage, par exemple. Là, c'est quelque chose d'assez dangereux. Hein. Si le système anti-pincement déconne, on peut très bien avoir un gamin qui est coincé sous la porte. C'est extrêmement dangereux. Marquage CE, évidemment. L'AROS, alors, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est Reduction of Harmful Substances, ça veut dire réduction des substances dangereuses. Réduction, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en avoir, mais ça veut dire des
quantités vraiment à l'état de trace. Donc là, ce petit logo, toujours pour faire joli, hein, c'est pas un logo normatif, c'est pour dire attention, ce produit-là contient des substances qui sont potentiellement dangereuses pour l'environnement ou pour l'humain. Hein. Donc, par exemple, le plomb, le cadmium, hein, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a 10 substances pour la ROS. Il y a 4 métaux, donc plomb, cadmium, mercure, évidemment, et j'ai oublié le quatrième, ça me reviendra. Et il y a des phtalates également, plus 3 produits qui sont des retardateurs de flamme. Alors là, par exemple, c'est des composés organiques. Voilà, donc il y a une liste de produits interdites quasiment. C'est vraiment autorisé. C'est 0,5% ou 1%, ça dépend des substances, de matière qu'on peut isoler. C'est-à-dire que très concrètement, si vous vendez un Airbus, eh bien, le moindre boulon de cet Airbus, si vous grattez le traitement de surface, vous allez avoir un petit résultat de frottis là, et puis vous analysez ces résidus, et s'il y a 1% de plomb, hein, ou alors là, typiquement du chrome 6, voilà. Donc le chrome hexavalent, c'est celui qui ne me revenait pas. S'il y a 2% de chrome hexavalent dans votre frottis, c'est tout l'avion qui est non conforme. Hein. C'est une façon assez spéciale de voir, mais qui a une certaine logique qui se tient, quoi. Donc là, globalement, au niveau du scope, faut retenir que voilà, depuis, c'est assez récent, depuis peu, quasiment tous les produits liés à l'électrique sont concernés. Hein. Bon, il n'y avait que les produits qui utilisaient le courant électrique pour fonctionner, donc typiquement tous les produits couverts par la directive EMC. Maintenant, c'est tous les produits ce qu'ils laissent passer. Hein. Donc les câbles, les connecteurs, tout ça, ça doit être ROS. Le logo CE, essayer de mettre un logo CE de 5 mm sur une fiche TV, c'est pas toujours évident. À ce moment-là, exceptionnellement, puisque c'est pas possible, on peut mettre ça sur la documentation. Hein. Mais sur un câble, on va trouver souvent des petits stickers, des autocollants attachés au câble pour marquer le logo CE, puisque c'est possible de mettre un sticker sur un câble, donc on le met. La note, peu ou pas de contrôle. Pour l'instant, ça fait plusieurs années que je mets pour l'instant. Voilà, c'est mon expérience. On n'a jamais, nous, été contrôlé sur la ROS. C'est-à-dire que, typiquement, la douane ou la DGCCRF qui investit l'argent du contribuable pour envoyer le produit dans un laboratoire pour vérifier si le produit est conforme à la directive ROS. C'est un coût assez lourd, puisqu'il faut séparer les éléments comme j'ai expliqué. Et donc voilà, c'est probablement la difficulté de faire le test qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle. Si c'est difficile pour faire le test pour les autorités de contrôle, il n'y a pas de raison que ce soit facile pour vous. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais, quand on parle de produits 100% conformes, eh bien on fait une erreur, ça n'existe pas les produits 100% conformes, ne serait-ce que sur la ROS. Qui peut dire que, je sais pas, sur un lot de production d'ordinateurs, 100% des housing, le boîtier de l'alimentation par exemple, ne contient pas de PBBA dans les limites imposées par la réglementation. Donc 100% des produits soient 100% conformes. Déjà pour le vérifier, il faudrait les tester à chaque fois. Et donc ça c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est toujours la raison pour laquelle on ose rarement annoncer 100% de conformité sur une directive. Donc voilà pour la ROS. Vous voyez là encore le logo CE. Qui dit logo CE dit aussi déclaration de conformité. Ça veut dire que même pour un morceau de câble que vous vendez, il faut faire une déclaration de conformité. Donc là, vous déclarez soit la conformité, donc la directive, elle est là. Et après, au niveau des normes harmonisées, alors il existe une norme harmonisée qui est plus une norme liée à la manière de documenter son dossier de conformité.
Et puis après, il y a des normes d'essai. Comment j'ai fait pour rechercher du plomb, comment j'ai fait pour rechercher tel phtalate. Et donc là, à ce moment-là, bon, c'est une option aussi, c'est de mettre dans la déclaration de conformité la liste des normes d'essai, hein, que vous avez utilisées, enfin, que le laboratoire en général a utilisé pour vérifier que le produit ne contenait pas de substances harmful en quantité excessive. Dernière directive qu'on va voir, la D3E, donc la déchets d'équipements électriques et électroniques. En anglais, WE, comme waste of electronic, blabla. Cette directive-là, ben, c'est quoi le but? C'est de favoriser la réparation, recyclage, la valorisation, sachant que bon, la réparation, tout le monde comprend, le recyclage, c'est déjà un petit peu plus compliqué. C'est voilà, j'utilise le morceau de plastique de ceci pour le fondre et faire cela. Les PCB d'ailleurs comportent d'ailleurs pas mal de métaux précieux, dont l'or. Donc il y a des gens, c'est le métier de faire fondre des PCB pour récupérer l'or. Et la valorisation, alors ça c'est un euphémisme, on va dire, mais en gros, le plastique, vous le faites brûler, ça fait de la chaleur, et avec cette chaleur, vous chauffez de l'eau, vous faites ce que vous voulez, mais bon, c'est mieux que de enfouir ces déchets dans une décharge. Donc au niveau du scope, voilà, c'est à peu près la même chose que sur la ROS. Donc en gros, on peut dire maintenant que tous les produits électriques sont concernés par la D3E. Donc la note concernant cette directive-là, c'est que voilà, attention, vous avez un coût associé à ce recyclage. L'obligation, hein, elle est dans un contexte général, on l'appelle pollueur-payeur, on va dire dans le grand public. C'est en fait simplement l'idée de dire voilà, celui qui met sur le marché un produit qui est susceptible de se retrouver en fin de vie à la poubelle, susceptible, ça va toujours arriver, hein. Donc ce pollueur, entre guillemets, hein, donc le fabricant, eh bien, à lui de récupérer ces produits pour les recycler, les réparer, les valoriser. Donc évidemment, on ne va pas demander à chaque petit fabricant d'aller sonner à toutes les portes de ses clients chaque mois pour savoir s'ils ont des produits HS. Donc les fabricants mandatent, hein, je dirais, il y a des associations qui se montent, qu'on appelle des éco-organismes, une fois qu'ils ont obtenu leur label par les instances de vérification, disant, voilà, cet organisme-là, eh bien, il a prouvé par un dossier, par des audits, qu'il est apte à collecter les déchets auprès des points de collecte, et puis de les faire revenir dans des circuits de recyclage, réparation, valorisation, etc. Donc évidemment tout ça, ça a un coût, hein. Donc les fabricants, eh bien, pour chaque produit, ils vont payer une petite somme qui est en fait quelque part une provision. On va dire, bah voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 2 ans, le produit va peut-être être HS, non réparable, et donc il va être mis au rebut. Et donc je paye. Donc c'est quelque part, on délègue cette obligation de récupérer soi-même les produits à un éco-organisme. J'ai une petite contribution parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est pas très cher. Ça va de quelques centimes à peut-être quelques euros pour un frigo, choses comme ça. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que voilà, c'est assez rigolo. On a une obligation d'indiquer au client final quelle est la part dans le prix du produit qui est consacrée à cette obligation de recyclage, valorisation, etc. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous voyez un prix, vous entendez une pub, etc., on vous dit, voilà, dont 15 centimes d'éco-participation, éco-contribution, éco-participation, peu importe comment on l'appelle. En anglais, on l'appelle visible fee dans le monde, je dirais, entre professionnels, on appelle ça la visible fee, hein, c'est-à-dire la fee, c'est un coût, et visible, ça veut dire que le client, lui, il voit ce montant-là. Et ce qui est assez parfois déroutant, c'est que en fonction d'un fabricant, c'est tel prix, et puis en fonction d'un autre, c'est tel autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul éco-organisme. En l'occurrence, sur les produits électroniques, on va dire grand public, il y en a deux. Il y a écologique, écosystème,
eh bien chacun a ses tarifs, hein, évidemment, et bon, c'est à peu près pareil, hein, il n'y a pas de raison que ça change fondamentalement, mais ça peut jouer d'un centime, 1 centime par-ci, 10 centimes par-là, hein. Donc c'est pour ça, bon, j'aime bien de rappeler que c'est pas une taxe, hein, puisqu'une taxe, a priori, tout le monde paye pareil. Quand vous achetez un litre de lait, la taxe sur la valeur ajoutée de 20%, eh bien, que ce soit du lait de telle marque ou de telle autre marque, ça sera toujours 20%. Là, c'est pas du tout une taxe, hein, c'est un coût que le fabricant est obligé de ramener dans le prix du produit de manière visible. Donc voilà, bon, ça c'est une petite note. Alors il n'y a pas de logo CE là-dessus, hein. En revanche, il y a un logo poubelle barré qui veut dire, bah, attention, ne pas jeter avec les ordures ménagères. Il faut mettre ça dans une benne spéciale ou dans votre poubelle jaune, etc. Alors, pardon, poubelle jaune, ça c'est pour les emballages. Pour les D3E, c'est en général des bennes de récupération qui est spécial dans les déchetteries. Ou alors, si vous achetez un ordinateur, eh bien, vous pouvez ramener votre ordinateur HS au magasin qui est tenu de vous reprendre votre produit HS et puis de le mettre dans un circuit, je dirais, pour recyclage, etc. Donc voilà pour les directives. Maintenant, on va revenir sur la manière de... On va aborder la manière de regarder les rapports, hein, qu'on va obtenir. Alors si vous êtes fabricant et que vous fabriquez tout de A à Z, alors évidemment, donc à ce moment-là, vous allez vous choisir le laboratoire. Voilà, en France, il y a des noms connus, LCIE, SGS, Emitech, etc. Maintenant, si vous faites sous-traiter toute ou partie de la fabrication de votre produit, eh bien, vous pouvez tout à fait vivre avec des rapports d'essai qui viennent de laboratoires que votre sous-traitant a choisi. Donc évidemment, plus il va prendre un sous-traitant réputé, eh bien plus le coût va être important. Donc il y a naturellement une tendance à parfois chercher des laboratoires pas chers. Mais le problème, c'est que les laboratoires pas chers, ils peuvent très bien ne pas être compétents. Donc comment on fait pour savoir si un laboratoire il tient la route ou pas, hein? Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est que on met en œuvre des mécanismes de confiance. C'est-à-dire qu'il y a des labos qui se regroupent et qui créent des associations de reconnaissance mutuelle. Et fatalement, ben, ces associations-là, alors évidemment, deux charlatans qui se mettent ensemble pour faire une association, ça ne va pas aller bien loin, mais quand vous avez des associations qui sont reconnues par les gouvernements, qui sont publiées, etc., bon, voilà, ça commence à être sérieux. Donc voilà, il y a plusieurs organisations de cette nature. Bon, là, moi, celle que je cite ici, c'est ILAC-MRA. Alors, bon, il a comme International Laboratory Accreditation Committee, comme ça, bon, peu importe. Et MRA, c'est Mutual Recognition Agreement. Voilà, c'est ce que c'est un accord de reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que les labos discutent entre eux pour dire, bah voilà, moi, telle norme, je l'interprète comme si, l'autre, ah bah non, moi, je l'interprète comme ça. Mettons-nous d'accord. L'idée, c'est que des laboratoires qui testent un seul produit, si vous prenez un produit, un échantillon d'un produit que vous le donnez à un laboratoire et à un autre laboratoire, vous êtes censé avoir les mêmes résultats, hein. C'est un peu le but de ces organismes-là. C'est que un laboratoire qui est dans un schéma de reconnaissance mutuelle, s'il voit un rapport qui ne vient pas de chez lui, mais qui vient d'un autre labo qui est dans le même schéma, il va reconnaître, hein, les essais faits par ce labo. Donc, comment ça marche? Bah, déjà, le ILA Caméra, là, c'est international, hein. Donc, eh bien, pour chaque pays, il y aura un organisme référent. Donc, typiquement, pour la France, c'est le Comité français d'accréditation, hein. Et donc, là, ça va être l'organisme national qui sera en charge de valider, d'accréditer les laboratoires pour dire, voilà, toi, tu es compétent pour faire tel type d'essai, toi, tu es compétent pour faire tel autre type d'essai, etc., etc. Donc l'objectif, bah, c'est de vérifier quand on reçoit un rapport, déjà, est-ce que ce laboratoire, bah, il est sérieux? Donc, est-ce qu'il fait partie d'un groupe comme ça, hein? Donc là, si c'est un laboratoire français, eh bien, je vais aller sur le site du COFRAC,
pour voir si il est listé au moins sur le site du COFRAC. Si c'est un laboratoire chinois, eh bien j'irai sur le site du CNAS, hein, c'est China National Accreditation Scheme, un truc comme ça. Donc je vais aller sur le site du CNAS. Alors là, il faut être patient, hein, parce que c'est très long, c'est très poussif, c'est en Chine, et puis il y aura beaucoup de routage des paquets pour vérification. Donc c'est loin, et puis le site, bah, après tout, il y a pas, ils n'ont pas mis des serveurs mirorés sur toute la planète. Donc voilà, c'est super pénible, et ben bon, il faut le faire. Et donc là, ben, je vais voir sur le CNAS si tel labo chinois, il est bah déjà, est-ce qu'il est connu, hein, par le CNAS. Et puis une fois que j'ai trouvé le labo dans le site du CNAS, eh bien, je vais pouvoir aller regarder norme par norme, est-ce que ce labo est accrédité pour les normes qui apparaissent sur le rapport, hein. Et je peux très bien avoir par exemple 4 rapports et puis m'apercevoir que ben, en fait le labo il est accrédité que pour 3 des 4 normes testées. Bon voilà, donc après je vais négocier avec mon fournisseur, avec mon sous-traitant pour trouver une solution. Donc ça c'est un schéma de reconnaissance mutuelle. Après ce qu'on est amené à faire parfois c'est se baser sur la réputation. Voilà, j'ai cité là 4 marques, hein, TÜV, Intertech, BV, Bureau Veritas. Bureau Veritas, c'est la maison mère du laboratoire LCE en France. SGS, voilà, ça c'est. J'ai mis des petits points, bon, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont vraiment des stars, on va dire, du métier. Voilà, le TÜV, voilà, c'est tellement connu que si vous avez un rapport du TÜV, c'est compliqué de dire ouais, alors là, il apparaît pas sur tel. Si c'est un TÜV, par exemple, à Shenzhen, en Chine, vous le trouvez pas sur le CNAS. Allez dire ouais, voilà, moi j'ai pas trouvé ce labo-là, TÜV Shenzhen, sur le site du CNAS. C'est compliqué, voilà, c'est le TÜV. Le TÜV, c'est sérieux, quoi. Intertech, c'est pareil. Il y a des laboratoires, ils ont une aura, une marque tellement puissante qui ne s'abaisse pas, entre guillemets, à aller demander une accréditation auprès du CNAS. Bon, c'est toujours préférable quand même d'avoir l'accréditation, hein, mais bon, si vous avez un laboratoire très réputé qui vous file des rapports, bon, en général, c'est raisonnable de faire confiance, hein. Alors, c'est pas tout d'avoir un rapport, il faut vérifier que le rapport, eh bien, c'est bien le produit en question, hein. Donc, le problème, on va y revenir, les produits, ils sont faits de composants qui peuvent devenir obsolètes du jour au lendemain, donc il faut changer un composant, il faut changer le circuit qui va autour. On est donc amené à devoir refaire des nouveaux rapports, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est un petit peu un sport aussi, c'est d'essayer de faire des rapports avec les photos juste de l'extérieur du produit en se disant ah bah voilà, comme ça, moi dès que le hard change à l'intérieur, ben, je garde les mêmes rapports pour dire, voyez, mon produit est toujours conforme. Bon, bah ça marche pas. La conformité d'un produit, il n'est pas que par son enveloppe, hein, il est évidemment aussi par chacun de ses composants, chacun des fils, par où il passe, etc. Donc il faut vérifier que dans le rapport, vous avez toutes les photos qui vous permettent de valider que c'est bien ce produit-là que vous avez testé. Vous comparez votre produit au produit que vous voyez dans le rapport. Et puis s'il y a des morceaux qui vous paraissent importants du produit qui ne figurent pas dans le rapport, le rapport, il n'est pas complet, hein, il faut mettre toutes les photos dedans, hein. Donc ça, c'est très important. La norme utilisée est à la jour, hein. Si le laboratoire euh, il a fait un rapport il y a 5 ans, ben, peut-être que c'est plus à jour, hein. Donc là, on va. Alors là, ben, vous allez voir la liste, hein, encore une fois, toujours sur le site ec.europa.eu. Vous tapez la directive, vous voyez toutes les normes harmonisées pour ces directives, et pour chacune des normes, vous voyez ben, si elle est toujours valide, hein, et puis si jamais elle est remplacée par une autre norme, vous voyez jusqu'à quelle date elle reste valide, hein. Et donc voilà, une fois que cette date elle est dépassée, il faut refaire les rapports, hein. Donc voilà, vérifier donc que chaque norme appliquée est bien un jour. Bon. Ensuite, dernier truc à vérifier, et ça c'est parfois du sport, est-ce que le rapport est intègre? Je venais d'expliquer que refaire des rapports d'essai, c'est cher. Donc, bon, bah, quand vous ne voyez pas des photos de l'intérieur du produit dans un rapport,
ça craint. Maintenant, si vous voyez des photos de l'intérieur, vous pouvez dire OK. Mais essayez de regarder si ce n'est pas des photos que votre sous-traitant il a mis lui-même. Hein. Parce qu'aujourd'hui, faire un fichier PDF, c'est pas bien compliqué. Donc, il faut le savoir, les labos sérieux protègent leurs fichiers PDF. Vous pouvez les imprimer, mais vous ne pouvez pas commencer à copier, coller des images, etc., les réassembler. Donc, vous allez dans votre lecteur de fichiers PDF, hein, Acrobat, Foxit, peu importe, et puis vous allez voir les propriétés du fichier, vous allez voir en propriété sécurité. Si vous voyez allowed partout, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire avec ce fichier, donc couper des pages, rajouter des photos, etc., c'est que ce fichier c'est une bidouille. Il faut demander un vrai rapport. Hein. Donc si les annexes sont séparées, les photos, si vous avez deux fichiers PDF séparés, un pour le rapport, un pour les photos, il faut vous poser la question, est-ce qu'ils ont été faits le même moment? Est-ce que les photos viennent bien du labo aussi? Parce que peut-être que le rapport initial, il avait un rapport plus un jeu de photos, et puis que ce qu'on vous donne à vous, c'est un vieux rapport et un nouveau jeu de photos. Donc là, il faut vérifier. En cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? On demande un envoi par le labo directement. Hein. Donc moi, en interne, on appelle ça une procédure Direct Lab. On a une adresse même spécifique Direct Lab. Ça permet de garder une trace, je dirais, autre part que dans une messagerie personnelle. Donc, on garde les traces des procédures Direct Lab, c'est-à-dire on dit à son sous-traitant dès qu'on a le moindre doute, on dit voilà, ok, bon, moi j'ai des éléments dans ce rapport qui ne me plaisent pas, merci de demander au labo d'envoyer le rapport en question directement à telle adresse. Là, bon, soit le labo il envoie le rapport, auquel cas tout va bien, hein, les doutes sont levés. Alors vérifiez bien que c'est bien le labo qui vous l'envoie, hein, parce que typiquement en Chine, les gens ils utilisent beaucoup des adresses @qq.com. Là, donc vous recevez un rapport d'une adresse 12 28 45 32 @qq.com. C'est pas parce que le mail il est signé, oui, monsieur Zeng de tel labo, que ça vient bien de lui, quoi. Donc là, il faut regarder un petit peu d'où ça vient. Comme toujours, du bon sens, un peu de paranoïa. C'est pas nécessairement injustifié, c'est simplement de la prudence, hein, du bon sens. Ensuite, votre produit, une fois qu'il est conforme, est-ce que c'est à vie? Eh bien non. Hein, donc, on en a parlé, les composants ils peuvent devenir obsolètes. Votre produit il peut devenir trop cher. Hein, quand vous avez un client qui vous dit, bah voilà, maintenant c'est simple, soit vous réduisez le prix de 20%, soit je vais l'acheter ailleurs, eh ben, il faut bien trouver des solutions pour le rendre moins cher. Donc souvent, ça passe par un changement de composant, un boîtier plus petit, etc. Donc on redesign le produit. Du coup, il faut refaire toute l'évaluation de conformité. Donc voilà, dès que le produit change, il faut recommencer. Également, c'est pas parce que vous avez validé un proto, même si ça sort du premier lot de production, qu'on dit c'est bon, j'ai mon rapport, je pars en vacances. Je dirais, à chaque fois qu'il y a un lot de production, il peut y avoir l'usine qui a modifié quelque chose parce que elle avait un problème ici ou là. Typiquement, l'appro d'un composant. Les composants CY, là, c'est des composants qu'on va retrouver dans tous les produits avec une alimentation à découpage. Donc, c'est des composants qui limitent les parasites envoyés sur le secteur. Ça, c'est des composants critiques, hein, puisqu'ils sont directement entre le secteur et le client. S'il y a un problème d'appro sur tel composant et que le responsable des achats de l'usine achète ailleurs, eh bien, il change un composant critique, il faut pouvoir le détecter. Hein. Donc pour ça, il faut faire des contrôles qualité. Hein. Il faut vérifier que quand votre produit il arrive, eh bien, il n'a pas changé par rapport à ce qui a été attendu. Hein. Donc ça peut le faire. Si vous avez un dossier de construction très nickel, ça ira. À minimum, faites ce que nous on appelle un MPAD, donc Mass Production Approval Document, qui est un document qui résume en photo, je dirais, toutes les particularités du produit, de manière à ce que s'il y a quelque chose qui change, vous puissiez le vérifier. Vous pouvez faire également des inspections sur place, alors, soit vous vous déplacez physiquement à l'usine, soit vous mandatez un inspecteur. Il y a des sociétés dont c'est le métier qui vont faire ça pour des coûts beaucoup plus faibles que votre déplacement.
Donc, il ne faut pas hésiter à des fois dépenser quelques centaines d'euros, je dirais, pour assurer une stabilité dans la production. L'évolution normative, bah, c'est encore quelque chose qu'il faut suivre de près, parce que bah, la particularité, c'est que quand les normes évoluent, eh bien, à un moment, on a une date de cessation de validité de la norme remplacée, et à partir de cette date, on ne peut plus mettre des produits sur le marché en disant ils sont conformes, j'ai des rapports avec l'ancienne norme, et il faut passer à la nouvelle norme. Donc là, bah, il faut suivre ça de près. Alors dès que vous êtes en contact avec au moins un labo, ne serait-ce pour une fois une formation, etc., eh bien, vous serez en général informé de l'évolution des normes. Mais sinon, bon, bah, si vous le faites tous les 6 mois, un petit check. En général, selon le nombre de produits que vous traitez dans votre société, entre 10 et... alors nous, on a peut-être 80, mais c'est rare qu'on aille au-delà de 100 normes. Bon, voilà, si une journée par an, vous pensez à balayer toutes les normes, c'est raisonnable. Une norme, ça ne change pas toutes les semaines, hein. La durée de vie d'une norme, c'est entre 2 minimum, hein, et 10 ans, hein. Il y a des normes qui durent même plus de 10 ans. Donc il faut aussi faut vérifier l'évolution de la réglementation. Donc les directives, hein, typiquement, elles peuvent changer. Et puis il peut y avoir des réglementations propres qui ne sont pas spécialement liées à une directive, hein, mais liées à une réglementation propre au produit, hein. Donc voilà, ça, faites ce qu'il faut pour tout mettre en œuvre, pour être informé des modifications de la réglementation ou des normes. Dernier point lié à une démarche volontaire, hein, d'aller au-delà du marquage CE obligatoire, hein. Le marquage CE, on ne se pose pas la question est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, c'est obligatoire. Il n'y a pas de caractère volontaire. En revanche, vous pouvez aller au-delà pour donner plus de qualité visible à votre produit, hein, comme une marque, hein. Je dirais, il y a des gens qui achètent des fringues ou une voiture avec la marque, en fonction de la marque, et puis il y a des gens qui achètent des produits liés à la sécurité aussi en fonction de la marque du produit, mais en fonction de la marque de certification qui peut être apposée dessus, hein. Donc là, il faut passer une étape au-dessus. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être ISO, mais c'est quand même recommandé pour avoir un référentiel qualité, c'est-à-dire une démarche de l'entreprise qui fait que quand il y a un problème, eh bien, on est au courant, hein. C'est principalement ça, la qualité. C'est on vérifie, et puis quand il y a un problème, on le sait et on le traite. Donc là, une fois que vous avez cette démarche qualité dans l'entreprise, eh bien, vous pouvez donc demander de pouvoir bénéficier de ce label volontaire, donc en signant un contrat de licence, hein. Et dans ce contrat, bah, évidemment, il y a de l'argent, il faut donner, il faut payer. Évidemment, il faut un produit conforme, il faut avoir toutes les certifications nécessaires, et puis après, il faut accepter d'être audité par l'organisme certificateur. Donc ça veut dire que par exemple tous les 3 ans, il y a quelqu'un qui va venir chez vous pour vérifier que vous respectez toujours les procédures que vous avez mis en place, hein, pour vous assurer de la conformité des produits. Et puis une fois que ça c'est bon, bah, vous appliquez le marquage. Alors quel marquage? Eh bien ça va dépendre des labels. En France, il y en a qu'un, hein, qui est connu, c'est NF. Alors voilà, il faut bien comprendre, c'est une marque, hein. C'est pas du tout un logo normatif, c'est une marque, hein. Donc, et si vous apposez cette marque de manière injustifiée, juste pour faire joli, eh bien, on tombe sous le coup non pas du marquage CE abusif, ce qui serait une infraction, mais on tombe sous le coup de la loi pour contrefaçon, hein, puisque c'est comme si on mettait un crocodile sur un t-shirt qui n'est pas Lacoste, c'est comme si on mettait un triangle, hein, un triangle, hein, et, sur une voiture qui n'est pas Mercedes, etc., etc. C'est de la contrefaçon. Donc voilà, en France, ça c'est connu, c'est pas du tout connu à l'étranger. Donc bon voilà, si vous avez un produit qui est
vocation internationale, c'est probablement pas ça qu'il faut utiliser. Après, vous avez les GS, par exemple, qui est allemand. Bon, voilà, ça, en Allemagne, eux, ils attachent de l'importance quand même un petit peu au logo GS, comme certains Français attachent de l'importance au logo NF. Et puis voilà, aux États-Unis, eh bien, c'est plutôt le logo UL. Tout ça, ce sont des logos qui n'ont rien à voir avec le marquage CE qui est obligatoire. Là, ce sont des marques volontaires qu'on impose sur le produit pour quelque part pour prouver, c'est pas réellement une preuve, hein, mais si la position elle n'est pas, on va dire abusive, eh bien ça prouve que vous faites plus que le minimum nécessaire pour vous assurer de la conformité de votre produit. Petit warning ici, c'est que parfois, eh bien, on vous impose d'avoir une marque de certification comme ça. C'est le cas notamment, et j'ai mis l'exemple ici, des détecteurs de fumée. Alors, ce n'est pas une imposition légale, mais c'est que là, on touche vraiment à la sécurité. Il y a eu beaucoup de produits détectés qui ont été non conformes. Et donc aujourd'hui, une enseigne de bricolage, par exemple, qui vend des détecteurs de fumée, elle ne va pas prendre le risque d'aller chercher chez des fournisseurs exotiques des produits à 5 euros qui ne seraient pas réellement bien conformes et ils vont acheter uniquement des produits avec la marque NF. Donc voilà, si vous êtes fabricant de détecteurs de fumée, voilà, vous savez qu'il faut passer par là. Donc maintenant, très concrètement, on va voir en pratique comment, alors pas il faut faire pour gérer la conformité, mais c'est quelques astuces que moi j'utilise au quotidien pour gérer ça. Donc typiquement, par exemple, vous voyez, ici, nous, on a des tableaux avec en ligne, on a le type de produit. Alors, ça peut être soit un type de produit, un bloc alim secteur à transfo, ou ça peut être une caractéristique produit. Voilà, le produit transmet des ondes au-delà de 1 giga. Voilà. Et puis, on a des colonnes par directive. Et puis, voilà, dès qu'on a trouvé une norme, voilà, là, typiquement, la 61547, c'est celle qui s'occupe de l'immunité CEM pour les appareils d'éclairage. Voilà, si on a passé une demi-heure à trouver cette info-là, eh bien, on va le noter quelque part pour pas repasser une demi-heure la prochaine fois qu'on veut chercher quelles sont les normes CEM qui doivent être appliquées sur un appareil d'éclairage. Ensuite, au niveau des normes, bon, quand vous avez 3 produits dans votre société, en général, ça se gère bien. Dès que vous commencez à avoir plusieurs dizaines de produits, voire centaines de produits, et quelques milliers comme nous, et bien là, il n'y a pas le choix, il faut codifier les normes que vous appliquez et puis marquer, voilà, pour tel produit, j'ai appliqué, voilà, typiquement ici, alors celle-là elle est dépassée, mon screenshot il est un petit peu vieux, mais par exemple pour la 300-328, maintenant la dernière version, c'est la 2.2.1, donc elle a peut-être ici le code chez nous R07. Et on dit, voilà, tel produit, on a appliqué la norme R07. Pourquoi je ne stoppe pas EN 300, 328, V1, puis en 8.1, etc. Quelque part, ça caractérise la norme. Sauf que quand cette norme-là va évoluer, je vais me dire, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir tous les produits pour lesquels j'ai appliqué, par exemple, la 300, 328, 1.8.1. Sauf si à un moment j'ai mis EN sans espace 300, sans espace 328, etc. Vous voyez, ici j'ai un espace là, un espace là, un espace là. Là j'ai peut-être mis une virgule, un tiret, etc. Voilà. Si vous recherchez des normes avec le numéro de la norme, eh bien une fois sur deux vous n'allez pas la retrouver parce que c'est histoire d'espace, etc. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à codifier. Et puis, voilà, vous avez un tableau. Voilà, si vous appliquez pour tel produit la 300-328, vous dites, voilà, hop, j'ai appliqué la R05. Et la R05, eh bien, c'est beaucoup plus facile à retrouver que tout un texte avec ou sans espace. Un petit détail sur la manière d'aller voir la conformité des labos. Donc là, je vous avais parlé de ILAC MRA. Donc là, on a ilac.org. Vous voyez, ici, c'est un site web qui, en cherchant un peu, en cherchant très très peu, vous allez trouver la liste des pays qui ont un organisme accrédité. Voilà, attendez, donc l'Albanie, etc. Vous allez sur C pour la Chine, F pour la France, et vous voyez le COFRAC pour la France, le CNAS pour la Chine, etc. Et là, vous allez par exemple sur le site du CNAS, et puis alors là, ça c'est un screenshot
il y a aussi quelques années maintenant, ça a juste un tout petit look différent. Il y a juste quelques années, c'était rapide, maintenant c'est lent, bon, c'est comme ça. Mais le principe, il est là, hein, c'est que vous tapez ici le labo, hein, le nom du labo, et puis après, bah, il vous le trouve, et puis après, vous allez chercher pour ce labo-là toutes les normes pour lesquelles il est accrédité. Voilà, merci pour votre attention, et puis bah, prenez bon usage de ce que vous avez appris.